Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, pour cette édition spéciale élection européenne, nous avons deux invités. Notre premier invité, Jean-Christophe Lagarde, tête de liste centriste UDI. Et dans une deuxième partie d'émission, Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Vous êtes né en 1967 à Châtellerault, mais c'est dans la banlieue rouge, au cœur de la Seine-Saint-Denis, que vous avez construit depuis 20 ans votre fief politique. Vous avez été maire de Drancy jusqu'en 2017 et vous cédez alors la place à votre épouse au nom du non-cumul des mandats. Vous êtes en effet aussi député depuis 2002. D'abord proche de François Bayrou, vous avez rejoint l'UDI de Jean-Louis Borloo il y a 4 ans, je crois. Puis vous avez présidé cette formation européiste et centriste. Vous serez successivement interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Alain Baron de Radio Notre-Dame, par Pierre Bienvaux de La Croix et par Romain Mazneau de RCF. Alors avant de rentrer dans le vif des questions politiques et économiques, comme je le fais avec tous les invités pour ces européennes, quel est, Jean-Christophe Lagarde, votre désir, votre ambition pour l'Europe ? C'est très simple, qu'elle construise sa puissance pour renforcer notre pays, nos pays. On voit bien ce qui se passe. Depuis la chute du mur de Berlin et la mondialisation, il y a des grandes puissances continentales qui se sont constituées ou renforcées. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie. D'ailleurs, ils ne se cachent pas qu'ils souhaitent, eux, l'explosion de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que ce serait plus facile de nous imposer leurs intérêts. Et si c'est leur intérêt, c'est que ce ne sont pas les nôtres. Divisés, séparés, nos pays ne parviendraient pas à peser suffisamment dans le rapport de force. On le voit d'ailleurs avec ce qui arrive aux Britanniques et cette folie pour eux du Brexit. Je ne reproche pas d'ailleurs à ces puissances continentales de construire leur puissance, ni même aux grandes puissances économiques, les GAFA par exemple, qui pour certains sont aujourd'hui plus puissants que nos États. Je dis simplement aux Français, à tous les Européens, si nous ne construisons pas ensemble cette puissance sur un certain nombre de domaines stratégiques, alors nous subirons le reste du monde. Et c'est une question d'indépendance, la construction européenne. C'est une question de souveraineté. Moi, je veux que mes enfants et mes petits-enfants puissent ne pas dépendre de ce que décident les électeurs américains ou les dictateurs de tel ou tel pays, la Chine n'étant pas une grande démocratie, par exemple. Voilà, et ça permettrait de faire vivre notre culture, notre façon d'aborder la vie. On n'a pas la même culture que les Américains, que les Chinois, que les Indiens, la même conception de la place de l'individu dans la société, de l'égalité entre hommes et femmes, de la liberté et de la responsabilité de chacun. Ça, il y a une culture, une civilisation européenne là-dessus. Et si nous devenons dépendants des autres, on va être obligé d'adopter la culture des autres. Voilà mon rêve européen. C'est un rêve de souveraineté, d'indépendance, de retrouver les moyens de cette indépendance. Sur le plan politique, sur le plan technologique, sur le plan énergétique, sur le plan alimentaire. Bref, construire ensemble ce que nous ne savons pas faire tout seul, peser sur le monde, ne pas subir le reste du monde, et puis pour le reste, que l'Europe laisse les pays libres sur tout un tas de détails de gérer comme ils veulent. L'absurdité du moment, par exemple, c'est quand M. Juncker, président de la Commission européenne, c'est-à-dire le Premier ministre de l'Europe, il s'occupe de l'heure d'été. On n'a pas réuni 450 millions de citoyens pour s'occuper de l'heure d'été. On n'a pas besoin de l'Europe pour gérer l'heure d'été. Eh bien, l'organisation de l'Europe, les institutions, on va en parler dans cette première partie de Face aux chrétiens avec Alain Baron de Radio Notre-Dame. Oui, on a bien compris votre rêve d'Europe, mais justement, pourquoi l'Europe ne fait plus rêver aujourd'hui ? Parce qu'on voit une montée des mouvements anti-européens très critiques, il y a peu de participation au scrutin. Pourquoi l'Europe n'emballe plus les foules comme autrefois ? Parce qu'elle s'est fourvoyée depuis 20 ans dans une dérive ultralibérale. Pendant que les grandes puissances continentales et les grandes puissances économiques se constituaient et se renforçaient, nous, on a uniquement fait un marché. Elle est devenue mercantile, et même avec une dérive ultralibérale, où on empêche Alstom et Siemens de fusionner pour des raisons internes à l'Union européenne, sans regarder qu'il y a un géant chinois qui produit 15 fois plus de trains que Alstom et Siemens auraient pu le faire, et qui est en train de créer une ligne de TGV entre Athènes et Budapest. Cette Europe, elle a dérivé. Et comme on ne l'a pas recentré, concentré, ce que je souhaite, ce que je propose, sur l'essentiel, sur la stratégie, sur la loyauté, l'équilibre du rapport de force, elle passe son temps à s'occuper de détails insignifiants. Je parlais tout à l'heure de l'heure d'été, de la vitesse de clignotement de nos clignotants, etc. C'est pas fait pour ça, l'Europe. On a perdu en réalité l'objectif européen. Il y a eu 3 temps dans l'Europe. Le premier temps, c'est celui de Jean Monnet, c'est l'Europe de la paix. On met nos intérêts ensemble pour ne plus faire la guerre. Le deuxième temps, c'est celui de Giscard d'Estaing et de Schmitt, et même de Mitterrand et Kohl. On crée un espace économique pour booster la croissance. Et ça a marché, même si la France en a moins profité que d'autres parce qu'on a fait des erreurs nous-mêmes. Mais ça a marché. Regardez, nous échangeons autant avec la Belgique, petit pays, qu'avec les États-Unis, énorme pays.
Ça a fonctionné. Il y a un temps qui a été raté, après l'effondrement du mur de Berlin, c'est la construction de notre puissance, au moment où les autres puissances continentales se En constituaient. 2005, Jean-Christophe Lagarde, vous ne votez pas le traité de constitution parce que vous estimez que ce n'est pas assez fédéral. Mieux que ça. Je suis le seul député français sur les 577 de l'époque, en 2004, à avoir voté contre l'intégration des 10 nouveaux pays membres, 10 pays de l'Est. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas réformé la maison. Et j'avais alerté à l'époque, je pense que j'avais raison. On voit bien qu'aujourd'hui, l'Europe, elle est en panne. Il n'y a pas de décision politique. Il fallait réformer la maison, il faut le faire aujourd'hui, bien sûr. Par exemple, en supprimant l'unanimité, sauf sur 3 sujets, la politique étrangère de sécurité commune, l'intégration de nouveaux pays membres et les droits des personnes. Parce que je ne veux pas, par exemple, qu'un jour l'Europe nous impose des choses comme la PMA ou la GPA. J'ai voté en 2005 contre le traité parce que je disais que ce traité était paralysant. Et nous sommes paralysés. On a besoin de sortir de cette paralysie. L'Europe, elle a une légitimité quand elle nous permet de faire mieux ensemble ce que nous ne savons pas bien faire tout seuls. Et pour, par exemple, avoir une politique dans la Méditerranée, avec les traités actuels, vous avez besoin de réunir 9 pays et que d'autres pays approuvent. Je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, on demande à d'autres pays. Vous imaginez que demander aux Baltes ou au Danemark si on peut mener une politique commune en Méditerranée est absurde. Mais on ne peut même pas parce qu'on n'est pas 9. Alors du coup, il n'y a pas 9 pays méditerranéens dans l'Union européenne. Alors du coup, il faut demander leur avis aux Polonais, peut-être aux Baltes. Ça n'a aucun sens. Moi, je propose une Europe où on soit capable, ce qui nécessite, dans certains cas, des révisions de traités, où on soit capable, à 4, à 6, à 8, à 12, de bien faire quelque chose parce qu'on a envie de le faire ensemble et que ça nous renforce, plutôt que de rien faire à 27, d'être bloqué par celui qui est le dernier de la classe, qui permet de bloquer tous les autres. Vous voulez plus d'intégration politique, c'est ça ? Je veux effectivement la fin de l'unanimité. Regardez, on a constitué le même marché, avec pour beaucoup la même monnaie. Eh bien, on est obligé de rapprocher nos règles fiscales sur les entreprises et nos règles sociales pour les salariés. Si on ne le fait pas, on a un système de dumping social qui pousse un sentiment de rejet. Le travailleur détaché entraîne ça depuis 2005. C'était, à l'époque, on appelait ça le plombier polonais. Le travailleur détaché, 516 000 personnes qui viennent travailler en France et qui ne sont pas payées au même salaire et qui n'ont pas la même protection sociale. Je suis heureux d'ailleurs que la liste de M. Macron ait évolué. Au départ, il disait c'est juste le salaire. Le salaire, c'est déjà fait. C'est d'ailleurs Emmanuel Macron qui l'a obtenu. En 2020, ce sera le même salaire. Mais la moitié du salaire d'un Français, c'est sa protection sociale qui paye ses médicaments, qui paye sa retraite, qui paye son assurance chômage, qui paye les allocations familiales, même si elles ont été massacrées malheureusement par les différents gouvernements. Si vous avez une concurrence déloyale entre un salarié qui est payé à la française, protégé à la française, et quelqu'un qui vient en France qui ne fait pas la même chose, donc nous disons il y a une chose simple, quand on vient dans un pays, on est au moins, à minima, payé au même salaire, et protégés, cotisant les mêmes cotisations sociales. Voilà pourquoi l'Europe s'est fourvoyée. Elle a dérivé. Moi, je veux qu'on la remette sur les rails et qu'on la concentre et qu'on la recentre sur les enjeux stratégiques qui nous permettent de ne pas subir les autres. Dernier point, il faut qu'elle se démocratise. Ce qui me choque le plus dans l'élection européenne, c'est qu'on va convoquer 390 millions d'électeurs européens, le 26 mai. Ils vont élire 705 députés européens. Et puis ensuite, qui va choisir le président de la Commission ? C'est-à-dire le Premier ministre de l'Europe. Ce n'est pas eux, ce n'est pas les élus du peuple. Ça va être les 27 chefs d'État et de gouvernement qui vont se réunir dans un Sénat qui se termine en général à 3h du matin. Et qu'est-ce qu'il faut ? Donc, élection, pour comprendre, élection directe du président Je souhaiterais que le président de la Commission soit élu directement, parce que qu'est-ce qu'ils font, ces chefs d'État et de gouvernement ? Ils choisissent toujours le plus insipide, toujours celui qui ne va pas les déranger, toujours celui qui ne fera pas avancer l'Europe. Parce que y a les égoïsmes nationaux, les intérêts électoraux de chacun. Là, si vous avez des élus du peuple, si on fait venir le peuple, qu'on a des élus du peuple, on doit désigner, et c'est à eux de désigner celui qui dirigera l'Europe. Alors on le sait, en France, il y a 2 formations centristes, la vôtre, et il y a le MoDem qui a rallié M. Macron. Sur le plan européen, qu'est-ce qui foncièrement vous distingue du MoDem ? La question n'est pas du MoDem, la question est de M. Macron. Le MoDem, il suit M. Macron. La question fondamentale, et je pense qu'Emmanuel Macron, malheureusement d'ailleurs, s'est complètement trompé sur la façon d'aborder l'Europe. Il a fait la leçon à tout le monde. Il a distribué les bons et les mauvais points. Il a clivé en montrant les bons et les méchants. Ce n'est pas comme ça qu'on peut faire fonctionner l'Europe et relancer l'Europe. Je prends un exemple parce que moi j'ai un peu de mémoire, notre famille politique, héritière de Valéry Giscard d'Estaing, de Simone Veil, de Jean-Louis Borloo, elle a toujours été aux avant-postes du combat européen. C'est dans notre ADN, on a de la mémoire. L'Europe, elle était en panne de la même façon dans les années 80, avant que Jacques Delors soit désigné. Et on a besoin d'un nouveau Jacques Delors. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jacques Delors ? Il a pris des projets fédérateurs.
Il n'a pas dit il y a des bons, des méchants, il n'a pas clivé, il n'a pas fait des leçons. Il a dit voilà ce que nous pouvons faire ensemble. À l'époque, c'était le marché unique et la monnaie unique. Et je propose de la même façon des projets fédérateurs. Est-ce que je peux me permettre de vous en citer 2 ou 3 ? Je propose... Alors, deux maximum, parce qu'on va passer à la deuxième partie de cette émission. Face aux GAFA, je propose que nous donnions un droit de propriété à chaque citoyen sur les données que les GAFA aspirent à chaque fois que vous surfez sur Internet, qu'elles vous prennent, qui sont à vous, qu'elles vous prennent, qu'elles vendent en faisant des milliards, mais elles ne vous payent pas. Je n'ai pas de problème à ce qu'elles les vendent. Mais si elles vendent quelque chose qui est à vous, elles doivent vous payer. On ne peut le faire qu'ensemble. Quel dirigeant européen va se tourner vers son peuple pour lui dire « Ah non, je refuse que les GAFA vous payent pour ce que vous êtes et ce qu'ils vous prennent ». Deuxième exemple, je propose la fin des contributions nationales. C'est d'ailleurs un retour à l'Europe de Jean Monnet. L'Europe, au début, elle est financée par des contributions extérieures. Les 115 milliards du budget apporté par nos pays, les uns et les autres, qui faisons des chèques chaque année, devraient être financés pour moi par d'abord une taxe sur le carbone importé en Europe. Il y a 1700 milliards d'importations, c'est bon d'ailleurs pour l'environnement en même temps que pour le portefeuille, par une taxe sur les transactions financières. On ne pouvait pas le faire. Maintenant, les Britanniques s'en vont, c'était eux qui s'y opposaient. Profitons de l'occasion pour au moins avancer là-dessus. Et puis par une redevance sur les visas touristiques, comme les Américains, quand vous allez aux États-Unis, vous payez $15. Si vous voulez venir en Europe, vous pourriez très bien payer aussi. On va en parler de ce sujet-là. Merci Alain Baron. Juste là encore, et c'est Pierre Bienvaux qui va poursuivre. Je voulais juste finir, mais c'est Pierre Bienvaux qui va prendre la suite d'Alain Baron. Quel dirigeant européen dirait non ? Voilà, l'Europe, elle se relance quand on fait en sorte de rassembler et pas de diviser. Malheureusement, M. Macron s'est trompé là-dessus. Une question juste pour savoir ce que vous ferez en cas d'élection de députés, enfin d'élus, donc UDI. Avec qui siégeront-ils au Parlement ? Avec le groupe PPE ou alors avec un groupe de libéraux dans lequel vous pourriez retrouver la liste d'Emmanuel Macron ? Non, non, vous vous trompez. C'est d'une simplicité biblique. Nous sommes membres de la LDE, c'est-à-dire le parti de centre-droit, et même un peu de centre-gauche pour certains, au niveau européen. Emmanuel Macron ne veut pas mettre ses députés dans ce groupe-là. Il se trouve que le groupe l'attend depuis 2 ans, qu'il n'a pas voulu y venir, et il dit lui-même qu'il veut créer son propre groupe, un groupe macroniste, en trouvant quelques sociodémocrates ou anciens socialistes européens, par exemple M. Renzi ou le Premier ministre espagnol. Donc ça ne sera pas dans le même groupe, mais ce ne serait pas un drame, parce que de toute façon, quand vous êtes... Vous savez, il y a une grande imposture dans cette élection. On veut faire croire que c'est le match retour de l'élection présidentielle. Le Pen et Macron y ont intérêt, et on vous dit il y en a un qui va gagner. Moi, je vous annonce une chose, personne ne gagnera cette élection, puisque ce n'est pas élire un maire ou le premier qui arrive en tête à gagner. C'est une élection à la proportionnelle, intégralement, et donc en fonction de vos idées, vous choisissez vos parlementaires. Ensuite, au Parlement européen, parce que ce n'est pas qu'une élection française, il faut construire une majorité. Voilà. Et je pense que ceux qui sont pour faire avancer l'Europe, et là, Emmanuel Macron n'a pas de proposition pour la faire avancer, mais ceux qui sont en faveur d'une Europe qui se construise vraiment, qui ne nous laisse plus trop isolés pour résister aux puissances continentales et économiques que j'évoquais, il faudra qu'ils constituent une majorité. Ça ne sera pas simple, parce qu'il y a des votes extrémistes, de droite et de gauche, parce qu'à l'intérieur du PPE, il y a les Orban qui sans doute vont progresser. Mais il faudra qu'on se trouve autour de la table. Pas dans le même groupe, mais au moins dans le même objectif de faire avancer l'Europe. Alors une question de Pierre Bienvaux pour le journal La Croix. Alors, vous parliez à l'instant là, de la taxe sur les transactions financières pour financer l'Europe. Donc, vous proposez qu'on supprime les dotations des États membres, et ce qui permettrait, selon vous, de rendre... Voilà, des contributions. Ce qui permettrait, selon vous, de rendre aux Français 91 milliards. En 7 ans. Voilà. Est-ce que vous ne flattez pas un peu ceux qui disent qu'on paye trop pour l'Europe ? On sait que ça a été un des arguments des pro-Brexit en Grande-Bretagne, de rendre l'argent au peuple. Ce n'est absolument pas mon raisonnement. Pourquoi je suis pour la fin des contributions nationales ? D'abord, c'est le retour aux origines de l'Europe. C'était les étrangers à l'Union européenne qui finançaient l'Union européenne, pas les contribuables. Mais surtout parce que la contribution nationale, elle crée l'égoïsme national. Elle empêche d'avoir un budget européen. Vous comprenez bien que, on se souvient de Margaret Thatcher, Give me my money back. À chaque fois que vous mettez quelqu'un qui arrive et qui dit « j'ai fait un chèque de tant de milliards, je veux récupérer mon argent », vous empêchez l'adoption d'un vrai budget européen, de vraies ambitions européennes, de stratégie énergétique, de stratégie technologique, de stratégie industrielle. Pourquoi ? L'an prochain, on a les élections municipales. Vous imaginez que vous allez voir votre maire et vous dites « voilà, je paye 2 000 € de taxes d'impôt local. Monsieur le maire, ce qui m'intéresse avant de savoir si je vais voter pour vous, c'est est-ce que les 2 000 € vont être dans ma rue et peut-être sur mon trottoir ? Comment vous construisez des équipements sportifs ? Comment vous construisez des équipements culturels ? Comment vous aidez les personnes âgées à rester à domicile ? Vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Un budget, c'est pas « je donne et je veux avoir mon retour ». Et si on le faisait payer justement par les gens qui sont extérieurs à l'Union européenne, on relancerait la machine, parce que même M. Orban, il va être d'accord.
comme je disais tout à l'heure, des projets fédérateurs. Les libéraux en Europe et des pays très libéraux, je pense aux Pays-Bas par exemple, ne veulent absolument pas entendre parler de ces taxes. Je suis désolé, mais des taxes carbone, etc., ils sont d'accord pour pouvoir les appliquer. Et je répète, je veux voir quel dirigeant va dire je ne peux pas reprendre mon argent plutôt et de faire payer les importations chinoises, les importations américaines et d'autres. C'est bon pour l'environnement parce que ça limite, évidemment, ça rééquilibre entre ce qui est produit localement et ce qui est loin, mais c'est surtout bon pour la cohésion européenne. Je vous prends un exemple. J'étais hier dans la Mayenne. La dernière ferme de Mayenne, elle a besoin d'avoir la fibre autant que la dernière ferme polonaise. Si vous aviez un vrai budget européen, et pas j'ai mis tant, je veux que ça revienne en Mayenne ou je veux que ça revienne dans une ferme polonaise, vous auriez la possibilité de fibrer l'ensemble du continent, sans d'ailleurs qu'il coûte un centime à qui que ce soit, puisque l'Europe peut avancer l'argent, et ce sont les opérateurs qui vont payer par les abonnements qu'ils payent quand ils utilisent les fibres. L'Europe, ça pourrait aussi être un accélérateur, je dis un accélérateur de particules pour me faire comprendre, de certains projets. On a des possibilités comme ça. Mais tant que vous laissez le système des contributions nationales et des égoïsmes nationaux, alors je veux savoir si ça revient sur mon chantier naval. Et d'ailleurs, là-dessus, un grand scandale qui n'est pas européen, qui est français, c'est la non-utilisation par la France, par notre propre bêtise et des organisations administratives et politiques, des fonds que l'Europe nous donne. Est-ce que vous savez que sur les 7 dernières années, l'Europe nous a donné 27 milliards. Cet argent, il n'est pas à Bruxelles, il est à Bercy. Nous avons consommé 9 milliards. On va l'an prochain rendre 18 milliards. Moi, je rencontre tous les jours des porteurs de projets. Les élus locaux, les artisans, les industriels, les agriculteurs. Et eux, ils voient qu'il y a de l'argent, mais qu'on ne l'utilise pas. Je propose qu'on ait un guichet unique par département et qu'ils mettent autour de la table les élus locaux, les chambres consulaires d'agriculture, d'industrie, de commerce, parce que c'est quand même fou d'avoir 18 milliards disponibles et de rendre cet argent parce qu'on n'a pas Une dernière question de Pierre Bienvot. Sur l'environnement, vous proposez dans votre programme d'unir l'Europe pour en faire le premier continent vert. Mais comment voulez-vous arriver à faire l'union ? On voit quand même que les pays ne sont pas sur la même ligne. Par exemple, sur l'émission de gaz à effet de serre, on voit que la France, l'Espagne, les Pays-Bas ont au moins dans les déclarations, une position un peu volontariste, ce qui n'est pas le cas de la République tchèque, de la Pologne, de la Hongrie. Est-ce que ce n'est pas un vœu un peu illusoire de vouloir faire l'Europe pour en faire le premier continent vert ? Je pense que non seulement ce n'est pas illusoire, mais c'est indispensable. Nous sommes le plus petit continent et le plus tempéré. Si les températures augmentent, et si vous avez demain à Lyon le climat de Marseille et à Marseille le climat d'Alger, je peux vous dire que ça va changer la vie. C'est nous qui y avons intérêt. Les Américains, les Chinois, ils ont un immense continent comme pays. Ils se déplaceront s'il fait trop chaud à un endroit. Nous, on ne pourra pas le faire. Donc c'est d'abord notre intérêt le plus urgent. Et c'est l'intérêt des Tchèques, des Slovaques, des Polonais, autant que le nôtre. Bon. Et on peut le faire. Simplement, vous comprenez, là aussi, moi je propose un projet fédérateur. Je ne vois pas un seul, dirigeant européen refuser. Je veux un livret populaire, un livret E, sur le modèle du livret A, qui finance le logement social. 200 milliards d'euros. Un livret E qui permette simplement que les gens qui signent des pétitions, qui font des manifestations pour alerter sur l'environnement, et ils ont raison, ils puissent placer leur épargne pour verdir le continent, pour financer, par exemple, la rénovation énergétique des 7,5 millions de passoires énergétiques où vivent les gens les plus pauvres en général, dans notre pays, mais dans les autres aussi. Les Polonais aussi, ils ont froid, et ils ont aussi des passoires énergétiques. Donc, l'Europe, elle fonctionne quand vous trouvez, et c'est ce que propose la liste des Européens que je conduis, des projets qui fédèrent où tout le monde a intérêt à avancer. Tout le monde a intérêt à avancer. Merci Pierre Bienvot. C'est pour terminer cette émission Romain Mazenot pour RCF qui va vous poser des questions. Juste pour bien comprendre votre livret d'épargne, quelle est la différence entre ce que vous proposez et ce que propose Emmanuel Macron, qui était la création d'une grande banque pour justement... Lui, il propose une banque. Oui. C'est peut-être le travers banquier. Oui. Mais moi, je propose l'épargne populaire. C'est quand même plus simple et plus sain. Il y a des tas d'autres choses que je propose. Je pense par exemple que nous devrions être leaders sur l'abandon du plastique, d'avoir des gobelets en carton, des pailles en carton, etc., beaucoup plus rapidement, qu'on s'occupe de la croisade qu'il faudrait monter contre le continent plastique qui est en train d'empoisonner la mer dans le Pacifique parce que ça rentre dans la chaîne alimentaire et ça réduit la reproduction des poissons. Tout le monde le regarde et personne ne fait rien si nous ne le faisons pas. Mais surtout au niveau environnement, l'Europe c'est une grande puissance commerciale. Nous pouvons fixer des règles chez nous. Mais je veux qu'on arrête de fixer des règles environnementales chez nous et qu'on autorise l'importation de produits qui ne respectent pas ces règles. On peut aussi être prescripteur, obliger les autres à se bouger.
D'accord? Parce que sinon, avec une certaine forme de naïveté, mais je vais passer la parole à mon collègue Romain Mazneau qui va vous interroger. Mais parce que sinon, vous créez de l'inégalité. Je parlais de loyauté tout à l'heure. De l'inégalité entre nous qui cherchons à être vertueux et on achète chez des gens qui ne le sont pas. Moi, je veux que nous soyons vertueux, mais qu'on oblige les autres à l'être avec notre pouvoir d'achat. C'est un puissant levier pour le monde. Romain Mazneau, RCF. Jean-Christophe Lagarde, vous qui êtes un élu de banlieue, comment vous expliquez que les gilets jaunes étaient très présents dans des grandes villes, dans les villes moyennes, en zone rurale, mais beaucoup moins, voire pas du tout dans les banlieues? Vous savez, malheureusement, les habitants des banlieues ont bien compris depuis longtemps que, ce mouvement ne s'adressait pas à eux et que de toute façon, si l'État venait à faire quelque chose, ce ne serait pas pour eux. Donc, ils ont considéré que ça ne les concernait pas. Ça fait longtemps qu'ils sont abandonnés. Et en dehors, il y a des retraités, pourtant, dans les banlieues aussi, qui ont les mêmes soucis de fin de mois. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et en dehors, comment dirais-je, du sentiment d'injustice, il y a une forme de sentiment d'abandon. On le voit d'ailleurs aussi lors des élections. C'est beaucoup pour ça que, je pense, les banlieues n'ont pas adhéré. Sur les gens, les petits retraités et d'autres, au fond, le mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'il traduit? Il traduit une double inégalité. J'ai travaillé dans ma vie, où je travaille, et je ne m'en sors pas à la fin du mois. Plus de la moitié de la population française. Notre système ne fonctionne plus, et j'espère que le président de la République sera non pas dans le bricolage, mais dans l'architecture. On a besoin de refonder le système fiscal et social français. Ce n'est pas par des petites mesurettes qu'on y arrivera. Deuxième chose, selon que vous habitez dans les grandes métropoles, parce que vous avez les moyens, ou que vous habitez en banlieue parce que vous n'avez pas les moyens, ou dans les territoires périruraux ou ruraux, vous payez peu d'impôts dans les métropoles et vous avez tous les services. Vous payez beaucoup d'impôts dans les banlieues et dans les territoires ruraux et vous n'avez plus de services. Cette double inégalité, elle a sauté au visage des Français. Tant mieux. Maintenant, c'est ça le débat. Ce n'est pas le grand débat. Le débat des années qui viennent, de mon point de vue, c'est celui-là. Comment on fait en sorte d'avoir un système fiscal et social qui permette de vivre quand on a travaillé ou quand on travaille, et qui permettent aussi de faire en sorte qu'on garantisse le service public et l'égalité devant l'impôt. Parce que vous comprenez bien, si vous n'avez pas le moyen d'habiter dans le 16e arrondissement de Paris, que vous êtes obligé de venir dans une banlieue populaire, ou même pour beaucoup d'entre eux maintenant, d'aller encore plus loin, vous n'avez plus les transports en commun, vous n'avez plus les éléments de santé, vous n'avez plus les éléments scolaires, et en plus vous payez des taxes sur l'essence. C'est ça qui a fait exploser. Et donc c'est une refondation qui est nécessaire. Vous en voulez toujours à Emmanuel Macron d'avoir mis de côté le plan Borloo sur les banlieues l'année dernière? Je pense qu'il a commis une erreur. Moi, j'en veux pas à Emmanuel Macron. Je ne suis pas là pour faire du sentiment vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Je dis simplement que Jean-Louis Borloo avait posé un certain nombre de chantiers sur la table et qu'Emmanuel Macron a eu tort de l'ignorer pour des questions d'ego. Voilà. Parce que ce sujet... Mais vous savez, moi, j'en ai assez qu'on oppose les gens qui vivent dans les banlieues populaires, comme ceux que je connais bien, aux territoires ruraux, parce que ce sont les mêmes. C'est la même pauvreté, c'est la même difficulté, c'est le même éloignement de l'État et c'est la même injustice devant l'impôt. Je répète, vous payez beaucoup d'impôts, vous n'avez pas de services, et puis quand vous vivez en bas de la Tour Eiffel, vous payez peu d'impôts et vous avez tous les services. Vous savez, plutôt que la démagogie sur la taxe d'habitation, refonder le système, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais refonder le système d'imposition locale pour faire en sorte que quand vous créez de la richesse là où vous travaillez, ça profite aussi là où vous habitez, où on garde vos enfants, où on accompagne vos parents, où on vous accompagne dans... Moi, j'ai 82% de la population de la ville de Drancy qui travaille à Paris, qui travaille à La Défense, qui travaille à Charles de Gaulle. Ils créent de la richesse. Sauf que c'est à Drancy qu'il faut garder les gosses. Et c'est pas là que les impôts sont perçus. Alors, une dernière question de Romain Mazneau. François-Xavier Bellamy, tête de liste LR, propose d'interdire les financements extra-européens pour les mosquées. Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je pense qu'il faudrait avoir une fondation de l'islam de France. C'est Villepin qui avait fait la bonne proposition depuis longtemps, et que tous les dons et tout le financement passent par ça. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut éviter pour cette religion, comme pour d'autres, mais cette religion, elle peut être financée effectivement depuis l'étranger. Dans tous les cas de figure, il faut éviter que le donneur soit celui qui ensuite devienne un donneur d'ordre. Si vous mettez la fondation au milieu, celui qui donne de l'argent pour sa religion, c'est parfaitement légitime, il n'a pas de contact avec l'utilisation de cet argent derrière. C'est ça qui est pervers. Et vous voyez, vous me parliez à l'instant d'Emmanuel Macron et de la situation sociale. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis très surpris par le fait qu'on attende toujours son discours sur la laïcité. On attend toujours ce qu'il a à dire sur l'islam de France. Mais de la même façon qu'on attend, on aura aujourd'hui des nouvelles, de ces conclusions du grand débat. Ce qui me frappe en réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'hésitation dans cette majorité et dans ce président, que souvent les lignes ne sont pas claires. Et vous voyez, si j'ai décidé de présenter une liste aux élections européennes, c'est d'abord parce qu'on a un projet
que je ne connais toujours pas le sien, mais surtout parce qu'il y a beaucoup de Français qui veulent voter pour l'Europe, mais qui n'ont pas envie de soutenir Emmanuel Macron et ses erreurs ou ses hésitations. Ma conclusion, c'est celle-là. Voilà, votre conclusion, votre message aux auditeurs pour l'Europe en 30 secondes. Notre liste, elle permet à tous ceux qui veulent vraiment l'Europe de voter pour l'Europe et en même temps de ne pas signer un deuxième chèque en blanc à M. Macron. Merci Jean-Christophe Lagarde. Nous marquons une pause dans cette édition de Face aux Chrétiens et nous retrouvons dans un court instant notre deuxième invitée, Nathalie Arthaud, pour Lutte ouvrière. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette deuxième partie de Face aux Chrétiens avec notre invitée Nathalie Arthaud, tête de liste pour Lutte ouvrière. Elle est interrogée par Pierre Bienvaux de la Croix, par Romain Mazenot de RCF et par Alain Baron de Radio Notre-Dame. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Voilà 10 ans que vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière. Vous avez à votre actif déjà plusieurs campagnes électorales, notamment comme candidate aux élections présidentielles de 2012 et 2017. Des campagnes que vous avez menées tout en continuant votre métier de professeur de lycée en région parisienne. À chaque fois, vous obtenez moins de 1% des voix, mais cela ne vous décourage pas. Votre détermination, vous la puisez aussi dans votre origine, dans votre histoire familiale. Vous êtes fille d'un garagiste de la Drôme. Avant d'adhérer à Lutte ouvrière à 18 ans, votre engagement a été influencé par le catholicisme de vos parents, avez-vous dit. Des gens généreux qui vous ont appris, à travers cette religion, le sens des autres et de l'indignation. Alors, avant de commencer les questions politiques et économiques, une première question, Nathalie Arthaud, sur l'Europe que vous voulez, que vous désirez. Quel est votre rêve d'Europe ou votre cauchemar d'Europe? Je ne sais pas. Je crois que nous sommes peut-être les seuls, la seule liste dans ces élections européennes à aspirer réellement à une Europe unie, une Europe sans frontières et sans exclusive. Aujourd'hui, y compris cette construction européenne, c'est même pas l'Europe unie, c'est qu'un bout du continent européen. Nous aspirons à une Europe de la coopération des peuples, fraternelle. Et nous pensons que d'ailleurs toute la réalité économique, sociale, culturelle conduit dans ce sens. Les économies sont complètement imbriquées, les peuples sont entremêlés depuis fort longtemps. Donc nous aspirons, nous, à ce qu'il n'y ait plus de frontières, à ce qu'il n'y ait plus ces barbelés, ces murs qui séparent les peuples les uns des autres. Maintenant, nous sommes absolument convaincus que dans cet ordre social qui est dominé par ces grands groupes capitalistes et qui est régi par la concurrence, par les rivalités économiques, cette Europe-là, elle est impossible. Mais notre aspiration, c'est celle-là. Vous savez, nous sommes internationalistes. Moi, je fais partie de ceux qui estiment que ma terre, c'est... mon pays, c'est la terre. Voilà. Et ma patrie, c'est l'humanité. Donc vous voyez que je suis pour une Europe et un monde véritablement unis. Vous disiez plus de frontières à l'intérieur de l'Europe ou à l'extérieur de l'Europe? Plus de frontières. Vous savez, y compris cette Europe qui s'est construite comme une forteresse, coupant les Européens, par exemple, et nous coupant, du Maghreb, alors que nos liens avec le Maghreb et avec l'Afrique sont si importants. Alors que, effectivement, ces frontières, on les a allègrement franchies au temps de la colonisation, sans demander l'avis du peuple algérien, du peuple tunisien ou marocain. Et puis, ces peuples qu'on a mis à contribution pendant les deux guerres, en formant des armées indigènes. Donc, moi, quand je vois tous ces liens qui ont été tissés, alors effectivement, dans le sang, dans la violence, pendant de longues années, pendant des décennies entières, tous ces liens, ils existent. Nous sommes les héritiers de ces liens-là. Et moi, je ne comprends pas qu'on veuille effectivement aujourd'hui couper, y compris des familles, en deux, couper et mettre des frontières infranchissables. On en reparlera dans la troisième partie de cette émission de ces questions migratoires. Nathalie Arthaud, d'abord, Pierre Bienvaux vous interroge sur les questions politiques. Alors, dans votre brochure de campagne, vous dites que les élections n'ont jamais permis de changer le cours des choses. Alors, c'est une position habituelle de Lutte ouvrière, mais pourquoi se présenter à des élections si ça ne change rien? Parce que, vous savez, les travailleurs, les exploités, les plus pauvres, ils n'ont jamais droit à la parole. Leur sort n'intéresse que très très peu les gouvernants. C'est la réalité. Si aujourd'hui nous parlons du pouvoir d'achat, des petites pensions de retraite, si nous parlons de cette précarité, ces fins de mois difficiles, c'est parce qu'il y a eu pendant 4 mois des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui se sont levés au travers du mouvement des Gilets jaunes. Sinon, on n'en parlerait pas. Sinon, la vie politique continuerait, tournerait sur elle-même dans ce petit monde-là de politiciens. Donc la réalité, c'est qu'il faut que les travailleurs s'emparent de tous les combats politiques et donc de toutes les
prochaines élections pour dire leurs revendications, pour dire nous existons, nous faisons tourner la société, il est absolument intolérable que tout en travaillant dur, on n'arrive pas à vivre correctement, on n'est pas une retraite correcte. Donc il faut le dire et il faut donc mener ce combat des idées tout en disant que c'est un programme, effectivement, ce sont des perspectives et nous le savons, ces perspectives-là, on devra les arracher. Pour les obtenir, c'est une question de rapport de force, c'est une question de lutte sociale. Et c'est toute l'histoire de la classe ouvrière. La classe ouvrière n'a jamais rien obtenu qu'en l'arrachant, qu'en l'imposant, effectivement, par en bas, au travers de soulèvements sociaux. Alors, un mot sur la gauche en Europe. On voit qu'elle ne se porte pas très bien. Un certain nombre de partis socialistes ou sociaux-démocrates se sont effondrés. Et à part le cas un peu particulier de la Grèce, on a le sentiment que la gauche radicale n'en a pas profité. On voit que Podemos est en recul en Espagne. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le vote de gauche ou même le vote ouvrier se porte aujourd'hui sur des formations un peu populistes ou protestataires ? C'est une évidence que la gauche, dans laquelle nous ne nous mettons pas, lutte ouvrière, nous ne nous sommes jamais revendiqués de la gauche, nous c'est le camp des travailleurs. Mais cette gauche, on l'a vu au pouvoir. Cette gauche, ça a été une gauche gouvernementale qui a effectivement, finalement, prolongé la politique anti-ouvrière que la droite menait au pouvoir. Écoutez, qu'est-ce qui peut différencier, qu'est-ce qui a différencié la politique de Hollande à celle de Sarkozy ? Et si on remonte dans le temps, les différents gouvernements de Mitterrand, ça a été la grande désillusion pour la classe ouvrière, parce qu'effectivement, Mitterrand avait soulevé beaucoup d'espoir, beaucoup d'illusions, cette idée qu'enfin les travailleurs seraient respectés, et puis au bout du compte, ça a été effectivement tout pour refaire partir la bourse, les privatisations, enfin exactement la même politique anti-ouvrière. Donc c'est une réalité que cette gauche gouvernementale s'est déconsidérée aux yeux du monde du travail, et que, y compris les partis qui portaient cette gauche, que ce soit le Parti socialiste, mais que ce soit le Parti communiste, ont perdu une grande partie de leurs militants, une grande partie de leur influence dans les classes populaires. Mais voilà, c'est le résultat de leur politique. Une politique que nous avons toujours dénoncée, parce que justement, tous ceux qui prétendent aujourd'hui arriver au pouvoir et changer le sort des travailleurs, sont des marchands d'illusions. Tous ceux qui sont au pouvoir, ils gèrent les affaires. Et les affaires, ce sont les affaires de Arnaud, de Muliez, de Bettencourt, de Michelin, de Peugeot, c'est-à-dire les affaires de ces grands groupes capitalistes qui domine au travers d'une exploitation toujours plus dure, parce que c'est la crise, parce que la concurrence elle est féroce désormais sur les marchés internationaux, et tout ça c'est infligé, c'est imposé aux travailleurs. Donc ces gouvernements sont toujours dans cette logique-là finalement de se soumettre à cette compétition infernale, à cette loi du marché, et donc d'aller main dans la main avec cette minorité capitaliste pour faire reculer les droits des travailleurs. Pour bien comprendre, vous disiez tout à l'heure, les élections, c'est un peu pour vous une tribune. Là, vous dites, on n'est ni de droite ni de gauche. Est-ce que, pour que nos auditeurs comprennent, est-ce que finalement, vous n'êtes pas plus un syndicat qu'un parti politique Pas du tout, parce que nous visons à transformer la société, à la révolutionner. Nous sommes pour en finir avec cette société capitaliste, avec cette société qui est fondée sur le marché, la loi du profit, où c'est cette mais vous voulez transformer la société en vous occupant que des travailleurs. Les autres ne vous intéressent pas. Vous avez cette population que vous voulez servir, mais pas les autres. Écoutez, je ne sais pas si vous vous mettez ou pas dans le camp des travailleurs, mais en tout cas, moi, je peux vous dire que je suis enseignante, je me mets dans le camp des travailleurs. Je pense que les médecins, que l'écrasante majorité des femmes et des hommes de ce pays, qui travaillent effectivement pour gagner leur vie, qui contribuent à faire tourner la société, sont dans le camp des travailleurs, bien sûr. Mais regardez comment, finalement, notre sort, notre avenir, l'organisation de l'économie ne dépend pas de nous. Nous n'avons aucune prise là-dessus. La réalité, c'est que c'est une poignée de grands groupes industriels et financiers qui prennent toutes les décisions, qui organisent l'économie, qui contraignent la vie sociale. Donc, c'est cela que nous voulons renverser. Nous considérons comme complètement fou de voir une société qui, à la fois, n'a jamais été autant collective, autant
socialisé d'un certain point de vue, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire tout seul. Notre travail individuel n'a de sens que intégré dans une longue chaîne du travail, avec imbriqué dans voilà, des échanges. Donc, toute notre vie, toute notre organisation est finalement collective. Mais il y a une poignée de grands capitalistes qui, parce qu'ils possèdent effectivement des milliards de capitaux, peuvent effectivement influencer sur l'avenir de l'économie et de la société. Et ça, nous voulons le changer, nous voulons le renverser. Et nous estimons que les travailleurs, ils ne sont pas seulement capables d'obéir et puis de trimer, ils peuvent aussi décider, ils peuvent aussi participer aux décisions. Et ces décisions, elles devraient être collectives. On est communistes. Nos perspectives, c'est des perspectives politiques d'un autre fonctionnement de la société. Pierre Bienvaux. Alors, on sait que le NPA de Philippe Poutou et d'Olivier Besancenot a renoncé à faire campagne pour des raisons financières. Au départ, il vous avait proposé de faire liste commune. Alors, vous étiez chacun crédité de 1% des voix. Pourquoi avoir refusé cette alliance ? Donc nous avons effectivement discuté, ils nous ont présenté la campagne qu'ils voulaient faire. Ils voulaient faire une campagne en mettant en avant un certain nombre d'objectifs sur le terrain économique, social, migratoire, sur les inégalités entre les hommes et les femmes, et aussi profiter de cette campagne pour dénoncer les traités européens. Nous avons expliqué que nous voulions faire une campagne centrée effectivement sur les intérêts et sur le combat des travailleurs, et précisément une campagne pour dire que attention, ce qui nous comment dire, les responsables aujourd'hui du recul que nous vivons, le monde ouvrier, ce n'est pas tel ou tel traité, ce n'est pas telle ou telle institution. Et sortir des traités européens ou l'Union européenne ne changerait pas ce fait qu'on est tous confrontés à des salaires qui sont de plus en plus écrasés, à des cadences de travail qui sont aggravées, à des conditions de vie qui reculent. Mais ce n'est pas lié, c'est lié au fait qu'il y a une minorité, c'est effectivement cette classe capitaliste qui aspire de plus en plus de richesses à un pôle. Donc pour nous, c'est combattre le grand capital. Ce grand capital, il domine toutes les institutions, il est à l'initiative des différents traités. Donc on ne voulait pas, si vous voulez, faire une campagne contre les traités. On a constaté qu'on ne voulait pas faire la même campagne. On a dit, écoutez, on part chacun sur notre campagne, comme on le fait d'ailleurs régulièrement. Ce n'est pas un problème, on ne se sent pas en concurrence. Merci Pierre Bienvaux. C'est Romain Mazenot qui va prendre la suite pour vous interroger dans ce Face aux Chrétiens. Quel est votre objectif, si vous en avez un, de score ? Vous n'aimez pas ce genre de questions, mais vous voulez aller au-delà d'1%, au-delà de 2%, 3% pour vous faire rembourser les frais de campagne, et plus si c'était possible. Ouais. Mais vous savez, y compris les scores que les sondages nous donnent, proportionnellement à mes apparitions, à mes invitations télévisées, je peux vous dire que c'est beaucoup. Hein. Voilà. Combien coûte une campagne comme ça pour Lutte ouvrière ? Ça représente quoi comme investissement ? C'est une campagne qui coûte très cher parce qu'il revient aux candidats, aux listes, de payer les bulletins de vote. Donc il faut compter 1 million pour mener une campagne comme ça. Donc effectivement, c'est très cher. Et effectivement, ça veut dire de l'investissement, ça veut dire des efforts militants, des efforts financiers. Mais voilà, nous pensons que c'est un combat qu'on a à mener. Voilà, rien n'est jamais donné. Hein, on fait pas de cadeaux aux travailleurs pour rien. Il faut qu'ils se battent pour tout, y compris pour justement mettre en avant leur politique, défendre effectivement leurs intérêts au travers des élections. En tout cas, nous, c'est un combat qu'on mène. Romain Mazenot de RCF. Quelle est, Nathalie Arthaud, votre analyse de la crise des Gilets jaunes ? Est-ce que c'est d'abord une crise du pouvoir d'achat, des territoires ? On pourrait dire les deux. C'est une crise générale. C'est vrai qu'on est dans une crise. On ne s'en sort pas en réalité. On est dans une crise parce que le capitalisme est au bout du rouleau. En réalité, il n'y a plus de développement. Quel est le progrès social ? On voit qu'il y a bien sûr des progrès technologiques, il y a des innovations, la société, les chercheurs inventent, ouvrent des perspectives, mais tout ça est réservé à une minorité. Et quand on regarde la vie des gens, elle est plus dure. Elle est plus dure pour trouver du travail, pour se loger, plus dure pour se déplacer, même se faire soigner. Alors, en plus, dans les territoires ruraux, maintenant, se faire soigner, c'est extrêmement compliqué, parce qu'y compris, on ne trouve même plus de généralistes. Donc, c'est un ensemble, effectivement. Mais je crois que je crois qu'on est confronté à une société qui est bloquée parce que, justement, les grands moyens de production, parce que les richesses, le pouvoir de décision sont concentrés
dans les mains de quelques-uns. Et ils sont un véritable obstacle. Un obstacle pour que ces immenses richesses et ces possibilités de la société servent à tout le monde. Est-ce que vous avez été choqué par la haine anti-flic qui s'est exprimée lors d'un rassemblement de Gilets jaunes le week-end dernier ? C'est sûr que dans cette manifestation, moi j'étais davantage du côté de ceux qui expliquaient avec nous, y compris un certain nombre de policiers, y compris de gendarmes, qui estiment que la situation elle recule et y compris pour eux, y compris qui sont confrontés aussi au bas salaire, se posaient. D'ailleurs, un certain nombre avaient dit leur sympathie vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes. Donc moi, je suis effectivement davantage pour dire, écoutez, avec nous. Et maintenant, force est de constater que pendant toutes ces manifestations, il y a eu quand même des réactions extrêmement violentes. Il y a eu une répression qui a été commandée par en haut, qui a fait énormément de blessés du côté des manifestants. Et tout ça, je pense que ça a joué, bien sûr, dans cette tension qui s'est intensifiée au fur et à mesure des manifestations. Le 1er mai, vous serez dans la rue, Nathalie Arthaud ? Bien sûr, le 1er mai, nous serons dans la rue. Le 1er mai a toujours été porté par le mouvement ouvrier, depuis ses débuts, d'ailleurs par les premiers partis socialistes. Mais cette année, il y a un contexte particulier, il y a un risque effectivement, de débordement, avec ce qu'on voit avec le cours que prennent les manifestations des Gilets jaunes. Il va y avoir... comment vous sentez un peu les choses ? À la fois les syndicats qui vont manifester, des Gilets jaunes peut-être, des risques de violence ? Mais de toute façon, moi je pense qu'il faut prendre la parole, il faut se battre, il faut manifester, il faut dire ce que l'on pense et il faut effectivement s'organiser. Moi j'irai manifester pour défendre ma politique, pour défendre mes perspectives. J'irai pas manifester pour servir de masse de manœuvre à je ne sais qui. Et effectivement, Lutte ouvrière sera présente et on s'organisera de façon à ce que notre message, nos perspectives puissent être entendues dans cette manifestation. Mais il le faut encore une fois. Je peux vous garantir que c'est précisément parce que les travailleurs ne se battaient plus depuis des années et des années, avaient délaissé cette perspective de faire avancer notre sort collectivement, que nous, que nous avons reculé sur nos droits, sur nos conditions de travail, sur nos conditions de vie, sur y compris que nous avons reculé aussi moralement. Parce que ce qu'on constate, y compris dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que ça a été une bouffée d'oxygène pour des femmes et des hommes qui étaient finalement condamnés à l'isolement, condamnés à vivre chacun dans leur coin, leurs difficultés. Et là, ils ont réalisé que finalement, ce qui leur tombait dessus, ce n'était pas du tout individuel, que ce n'était pas unique, mais que c'était effectivement un problème de société et qu'ensemble, ils pouvaient effectivement se transformer en force politique pour faire pression sur le pouvoir. Dans votre programme, vous prenez l'augmentation du SMIC à 1 800 € net, c'est ça ? Oui. Net. Dans ce cas-là, alors qu'est-ce qu'il adviendrait de ceux qui touchent déjà, qui sont à ce niveau de rémunération ? Eux aussi, ils verraient leurs revenus augmenter de manière significative Oui, bien sûr. Mais l'urgence, c'est de permettre à tous de vivre dignement. Et moi, ce qui me révolte aujourd'hui, c'est y compris d'entendre le gouvernement nous expliquer que mais il va aider. Il va aider les ouvriers à pouvoir mieux se loger, à pouvoir changer leurs fenêtres, à pouvoir se déplacer, à pouvoir faire le plein de carburant pour aller au boulot. Mais vous vous rendez compte, là, on parle de femmes et d'hommes qui travaillent, qui devraient gagner leur vie en travaillant et qui ne la gagnent pas. C'est ça la réalité de notre société. Et c'est ce qui est intolérable. Donc il faudrait au minimum, effectivement, le SMIC, mais les pensions de retraite. Parce qu'en fait, 1 800 €, c'est simplement qu'avec moins, on ne peut pas vivre dignement. On est tout le temps dans la peur, dans l'angoisse, de ne pas y arriver, d'avoir la tête sous l'eau au moindre incident. Baron. Vous êtes pour, de Romain Masneau, vous êtes pour une diminution encore du temps de travail ? Oui, bien sûr, pour une diminution du temps de travail. Donc les travailleurs, si je suis votre logique, doivent travailler moins mais gagner beaucoup plus, c'est ça ? Oui, les travailleurs doivent gagner et peuvent travailler moins et gagner beaucoup plus. Mais vous savez que dans cette société, ça arrive ça. Il y a une poignée de gens qui, sans rien faire, gagnent toujours plus. Vous savez que les actionnaires ont vu leur dividende augmenter de 14%. Vous connaissez un seul travailleur qui passe sa vie, qui laisse sa santé au boulot, avoir une augmentation de 14%. Ça arrive. Il y a une poignée de gens dans cette
société, qui vivent cette situation. Ils travaillent de moins en moins et ils gagnent de plus en plus. Alors moi, c'est pas d'ailleurs seulement le problème qu'ils gagnent plus ou c'est pas seulement le problème des inégalités, même si en soi, je trouve ça révoltant. Mais le problème fondamental, c'est que ces gens-là, en plus, c'est eux qui décident de tout. C'est eux qui organisent, qui prennent les choix de qu'est-ce qu'on produit, comment on le distribue, avec qui, où. Et c'est ce que nous contestons, nous, communistes révolutionnaires. C'est que ces décisions fondamentales qui engagent l'avenir de la société et de l'humanité soient prises dans les mains d'une minorité, la classe capitaliste, qui concentre les capitaux, alors même que ça engage notre avenir à tous. Merci Romain Masneau. C'est Alain Barraud qui va conclure cette émission. Nathalie Arthaud, beaucoup d'argent est arrivé pour Notre-Dame de Paris, pour la reconstruire. Cette générosité, vous trouvez que c'est une bonne chose ou ça vous a choqué ? Écoutez, moi, ça m'a choqué. Voilà, ça m'a choqué parce que vous comprenez, ce sont des grands groupes qui sont richissimes, qui travaillent avec une kyrielle de sous-traitants, qui en permanence suppriment des emplois, qui licencient. Et là, miracle, il y a eu le miracle, ils ont été touchés par la grâce, effectivement, manifestement. Vous voyez, là, ça les a intéressés, on les a vus, mais en permanence. Ce sont des groupes qui font de l'évasion fiscale, qui, encore une fois, aspirent finalement le fruit du labeur, de la sueur de la grande majorité. Donc moi, cette générosité-là, je n'y crois pas. Enfin, je veux dire, c'est facile. Moi, ça me fait penser à ces grands philanthropes, effectivement, qui gagnent des milliards et qui nous expliquent, voilà, ce sont des grands philanthropes. Mais comment gagnent-ils ces milliards ? Moi, je fais partie, effectivement, d'une famille d'origine très populaire. J'ai vu mes parents travailler toute leur vie, travailler dur. Je suis entourée de femmes et d'hommes qui travaillent dur. Je peux vous dire qu'ils ne gagnent pas des millions, et loin de là. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Juste un mot pour continuer là-dessus. Ces sommes énormes annoncées, c'est quand même pour le bien commun. Ce n'est pas simplement pour se faire plaisir à eux. Les grands groupes que vous dénoncez, c'est quand même pour le bien commun. Oui, mais pour le bien commun... Moi, pour le bien commun, il y a aussi besoin de développer les urgences hospitalières. En ce moment, il y a une grève, parce que, y compris dans les urgences, ça craque. Il y a besoin de rénover des hôpitaux, des écoles, il y a besoin de rénover les chemins de fer. Pour le bien commun, il y a fort à faire, fort à faire. Et justement, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs ce mouvement des Gilets jaunes et ces grèves qui, régulièrement... Donc, il y a fort à faire. Et moi, ce que je constate, c'est que là, il n'y a jamais d'argent. Il n'y a jamais d'argent. Il n'y a même pas d'argent, regardez, pour la dépendance. Il nous explique, regardez la misère des EHPAD. Là, il n'y a pas d'argent. Il n'y a jamais d'argent pour tout ça. Alors, pour le bien commun, il n'y a pas d'argent. C'est ça. Et effectivement, là, il y avait une possibilité pour eux d'avoir toutes les caméras du monde, de faire un geste retentissant, et je crois qu'effectivement, ils l'ont utilisé. Je pense que leurs services de pub ont été fort contents, parce qu'au bout du compte, ça a été... je pense que ça a déjà eu des répercussions. Alors, un tout autre sujet, c'est l'Europe a du mal à gérer le problème des migrants. Quelle solution proposez-vous concrètement ? Parce que certains proposent de rétablir des frontières beaucoup plus strictes. Quelles sont les solutions que vous préconisez ? Vous vous rendez compte, l'Europe a du mal à gérer le sort de... C'est la vérité. Mais oui, mais parce que justement, c'est un choix. C'est un choix de rejeter les migrants. C'est un choix de condamner à l'enfermement dans des pays qui sont à feu et à sang, où c'est la misère, des peuples entiers. C'est ça la réalité. C'est aussi de la démagogie, parce qu'effectivement, depuis des décennies, étant donné qu'il y a cette crise, étant donné qu'il y a ces reculs sociaux, étant donné qu'ici, dans les pays les plus riches, il faut se battre pour tout, pour trouver un boulot, pour trouver une place en crèche, il faut se battre pour tout. Il y a des réflexes de repli sur soi, des réflexes de rejet de l'autre. Et évidemment, tous les politiques, ils s'engagent dans cette voie-là. Les migrants, c'est vu comme une menace. Écoutez, nous dénonçons ça. Et moi, je dois vous dire que ça me révolte. Ça me révolte parce que vous voyez comment le capitalisme transforme tout, y compris ce qui pourrait être une bonne nouvelle, en menace. Parce que des femmes et des hommes qui viennent dans notre pays pour se remonter les manches et pour bosser, ça devrait être vu comme quelque chose de positif. Non, là c'est vu comme quelque chose de négatif, parce qu'encore une fois, on nous met en concurrence et on nous oppose les uns les autres. Donc il faut accepter tout le monde. Moi vous savez, j'ai eu la conscience aiguë, dès 13-14 ans, que j'aurais pu naître
partout sur cette planète. Ça a été le hasard pour moi de naître en France. J'aurais pu naître dans un pays où, effectivement, peut-être que je n'aurais pas pu vivre. Hein. Donc ce droit de circuler, ce droit d'aller gagner ma vie ailleurs, hein, de trouver une personne, eh bien, je le reconnais à tout être humain sur cette planète. Moi, je pense que le droit de libre circulation et de libre installation doit être donné à tout être humain sur cette planète. Et je pense que c'est le sort des travailleurs. Vous savez, quand on est pauvre, eh bien, on est condamné à aller là où il y a du boulot, en réalité. On n'a pas on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ça, c'est le sort des travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous, qui nous plaçons du point de vue des travailleurs, nous disons on n'a pas à considérer qu'un autre travailleur, étranger d'une autre nationalité, d'un autre continent, est un ennemi. C'est avec lui qu'il faut effectivement qu'on se batte. Chacun doit pouvoir gagner son pain dans cette société et dans ce monde-là, et dans ce monde riche. Hein, et quand j'entends les uns ou les autres nous dire « Ah oui, mais attention, on n'a déjà pas de boulot », mais ce n'est pas le migrant. Les migrants qui ont fermé Ford ou qui ferment à PSA et Rimoncourt, vous savez que même PSA, hein, un grand groupe qui prospère aujourd'hui, ferme des usines. Ce n'est pas les migrants qui suppriment des emplois chez Carrefour ou à la Société Générale. Donc ces suppressions d'emplois, c'est cette classe capitaliste qui en est responsable. Il y aurait de quoi embaucher, il y aurait de quoi créer du travail pour tous, répartir le travail, changer la vie du monde du travail. Mais ça veut dire effectivement prendre sur ses profits. Une dernière question très courte d'Alain Barraud. Sur le même sujet, le pape François appelle à l'accueil des migrants, mais en même temps, il reconnaît que les États ont le droit d'avoir des politiques différenciées. Écoutez, moi, je ne me pose pas le problème. Vous savez, d'abord, alors je ne veux pas non plus faire de la morale, mais la responsabilité des pays riches vis-à-vis de l'Afrique, elle est là. Hein, pendant des décennies, ces pays ont été pillés. Et ça continue d'ailleurs, et ça continue. Parce qu'en réalité, ces grands groupes qui continuent effectivement d'imposer leurs marchandises, leurs conditions, etc., font que les petits agriculteurs qui arrivaient à survivre encore jusque-là n'y arrivent plus et sont obligés de partir. Vous savez, c'est des peuples entiers qu'on exproprie en permanence en réalité, qui n'ont pas le choix. Alors nous, on se place de ce côté-là, voilà. Et on dit aux travailleurs, on s'en sortira pas si effectivement on ne prend pas nous-mêmes en main cette économie, cette société, ces grands groupes, parce qu'il y a de la place pour tous dans cette société. Nathalie Arthaud, je vais vous demander de conclure. Je vous offre généreusement 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez à dire aux auditeurs pour l'Europe que vous souhaitez ? J'ai envie de leur dire que l'Europe a unifié finalement le sort des travailleurs dans le chômage, dans les petits boulots, dans les bas salaires et les petites pensions de retraite. Et changer cela, ça dépend effectivement de la mobilisation et de la conscience de tous les travailleurs. Ça dépend de leur conscience qu'ils ont effectivement à contester cette classe qui domine avec ses capitaux, avec son argent, ses grands groupes industriels et financiers. Ça passe par leur combat et j'espère qu'ils seront nombreux à faire ce geste de dire oui, notre camp, il est là et on se prépare effectivement Merci à Nathalie Arthaud et merci à nos deux invités, Jean-Christophe Lagarde et Nathalie Arthaud pour ce Face aux chrétiens. Nos invités la semaine prochaine seront Florian Philippot des Patriotes et Hélène Touy du Parti Animaliste. Bonne semaine et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur nos sites internet de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. À bientôt.